Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire, c'est Laïla Mamou, la vice-présidente d'entreprise et progrès, qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure, 26 minutes, pour parler d'engagement, de diversité, d'inclusion et du levier de la finance pour réussir la transition. D'abord, je reçois Anne-Laure Asbot, qui est directrice du pôle économie circulaire du groupe SOS, qui lance Nouvelle Fabrique, ce sont des boutiques de seconde main et d'insertion avec des ateliers où l'on trie, répare et redonne vie aux objets. Dans notre débat, je vous propose un gros plan sur le franco-lavage, le French washing, avec une nouvelle appli qui permet aux consommateurs de signaler les produits qui font croire au Made in France sans mériter le label. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous découvrirai Olympe Technologique qui propose une solution naturelle de désinfection de l'eau. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Anne-Laure Asbot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice du pôle économie circulaire du groupe SOS. On a déjà reçu le groupe SOS à de nombreuses reprises ici, mais je veux bien que vous nous le présentiez en quelques mots. C'est un géant de l'économie sociale et solidaire. Oui, donc le groupe SOS, c'est une grosse association qui regroupe à peu près 650 établissements, qui est actif historiquement sur les métiers du médico-social, et puis qui petit à petit a aussi investi, par exemple, l'économie circulaire, dont je vous parlerai après. C'est à peu près 1,3 milliard de budget, et c'est à peu près 60 000 collaborateurs. Le but du groupe SOS, c'était vraiment de se dire qu'ensemble, on est plus fort. Donc, de mutualiser des fonctions support, de l'appui pour que chaque structure soit finalement plus forte que si elle restait isolée dans son coin. Et c'est ça, il y a à la fois des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui font partie du groupe, c'est ça. Exactement. Il y a les deux types d'organisations. Et donc là, vous lancez Nouvelle Fabrique. C'est quoi Nouvelle Fabrique ? Nouvelle Fabrique, c'est une marque commune pour les structures du groupe qui sont actives dans l'économie circulaire. Donc en fait, ça regroupe 5 chantiers d'insertion et entreprises d'insertion qui font de l'insertion par activité économique, je pourrais dire un tout petit peu ce que c'est, et qui offrent des activités et des métiers qui sont le tri, le réemploi, la remise en état et la revente d'objets du quotidien, meubles, électroménagers, décorations, textiles, etc. Donc ce sont des ateliers qui existaient déjà, hein, c'est ça pour bien comprendre. Oui, alors les structures existaient déjà. Tout à fait. Après, c'est des structures régionales ? C'est des structures départementales ou communales. Donc, on en trouve en Indre-et-Loire, dans le Gers, dans les Landes et dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui, avec la volonté de continuer à se développer. Et donc, ces structures étaient déjà actives dans les territoires, sauf que n'avaient pas forcément fait de travail sur justement une marque commune qui raconte ce qu'elles font comme activité. Et donc, il manquait une démarche un petit peu d'identification grand public, que ça soit lisible pour les personnes quand elles vont dans une boutique Nouvelle Fabrique. Et du coup, aussi de pouvoir communiquer collectivement sur justement le réemploi, l'intérêt de ces boutiques dans les territoires, les services qu'elles rendent. Donc, quel type de public on aborde, etc. Alors, quelques chiffres, puisque ces structures existent depuis quelques années. 17 500 tonnes d'objets collectés et triés, 2000 tonnes revalorisées, 142 personnes accompagnées vers l'emploi durable, 7 boutiques solidaires déjà ouvertes au public, avec donc cette notion d'insertion par l'activité économique. Alors, on comprend bien ce que ça signifie. Dans le détail, ça marche comment ? Alors, le but de l'insertion de l'activité économique, c'est vraiment d'être un SAS pour un retour vers l'emploi de personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc, les personnes qu'on va accueillir, très souvent, c'est des personnes qui sont soit au RSA, soit qui ont eu un burn-out, ou bien qui ont différents freins à l'emploi. Ça peut être des jeunes, on en voit de plus en plus, qui ont du mal à trouver leur premier boulot. Ça peut être des problèmes de maîtrise de la langue française, etc. Donc, nous, on va accueillir ces publics et en fait, pendant 6 à 24 mois, on va leur offrir un contrat de travail. Donc, elles sont en CDI chez nous. Et au-delà du métier sur lequel on va les former, on va en parallèle avoir des conseillères en insertion professionnelle qui vont travailler justement sur la levée de ces freins. Donc, cours de langue, travail sur la confiance en soi, etc., refaire son CV, etc., et aussi sur le projet professionnel. Donc, les faire réfléchir sur, à l'issue de cette phase de transition qu'on leur offre, vers quel type de métier ils veulent aller,
est-ce qu'il y a des besoins sur le territoire? Il faut aussi que le projet soit réaliste. Hein. Et donc, on va leur permettre de faire des stages ou des immersions professionnelles pour bien finir de cadrer le projet et ensuite les aider dans leur recherche d'emploi à la fin. Ça veut dire que ces boutiques solidaires, elles jouent un rôle dans le développement de l'emploi local. Complètement. Est-ce que vous diriez même que ça peut être une sorte de chaînon manquant parfois? Ah mais complètement, Ouais. complètement. C'est vraiment, très souvent, c'est le sas qui manque entre l'offre et la demande. Parce que localement, on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous disent on a beaucoup de mal à recruter sur des métiers, etc. Et donc, on va vraiment faire ce travail un petit peu d'essayer de faire se rencontrer des profils qui recherchent un emploi et des entreprises qui ont des postes ouverts, et justement en travaillant sur les compétences des personnes. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut aussi être, par exemple, parfois c'est juste le permis aussi qui manque aux personnes, parce qu'il y a beaucoup de métiers où ça nécessite une mobilité. Donc, on travaille beaucoup, par exemple, avec la CPME, donc la Confédération des PME locales, justement pour diffuser un petit peu ce rôle de l'insertion, pour jouer cet intermédiaire. Ça veut dire qu'une personne qui va rentrer, alors je vais prendre la nouvelle marque, dans un atelier Nouvelle Fabrique, il sait déjà parfois quel emploi il a en ligne de mire? Oui, ça arrive. Déjà, il sait que ça va durer, il y a besoin de 6 mois ou 1 an, et puis derrière, il y a un poste, quoi. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver, tout à fait. Ou en général, ça se définit pendant le passage à Nouvelle Fabrique. Il y a les deux. Ouais. On va bien sûr commencer par poser la question à la personne si elle sait ce qu'elle a envie de faire. Et pour le coup, on va aussi faire un travail justement de est-ce que c'est un projet qui est raisonnable. Donc, parfois, on fait aussi faire un petit deuil aux personnes de projets qui ne seraient peut-être pas finalement activables. Je veux devenir astronaute, aller sur la Lune. Bon. Ouais, ou je veux ouvrir un rat. Mais on a des projets. C'est très bien d'avoir des rêves, mais il y en a qui ne sont pas réalistes. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment le travail aussi qu'on fait de calibrer par rapport aux compétences, à la personnalité, etc. Et aux postes existants aussi sur le territoire. Vous avez commencé à l'expliquer, mais pourquoi il y a besoin d'une marque? Qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est de la lisibilité, en fait. Nous, ce qu'on considère, c'est que les gens viennent dans les boutiques de seconde main, très souvent pour le prix, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des objets qui sont globalement beaucoup moins chers que le neuf. Mais du coup, nous, ce qu'on a envie de rajouter avec cette dimension Nouvelle Fabrique, c'est d'avoir un sentiment de fierté en y allant, parce qu'on sait que non seulement on y va parce qu'on va trouver des objets pas chers, mais on va aussi trouver du beau, de la qualité. Et donc, en fait, avoir cette marque, c'est vraiment essayer de rendre désirable la boutique de seconde main, en se disant, voilà, j'y vais pas, je vais trouver un lieu qui est convivial, et c'est pas parce que parfois j'y vais par nécessité que ça doit pas être un lieu où je m'y sens bien, où il y a une démarche de conseil qu'on peut m'apporter sur l'aménagement de mon intérieur, etc. Est-ce que ça vous distingue aussi des autres boutiques ou des boutiques de seconde main traditionnelles? En tout cas, ça nous permet... Qu'est-ce qui vous distingue de ces boutiques traditionnelles? En fait, ce qu'on essaye vraiment de mettre de l'avant dans les Nouvelles Fabriques, c'est une démarche esthétique et une démarche de conseil. Et donc, justement, quand vous allez chez Nouvelles Fabriques, nous, ça arrive souvent que les gens nous disent... j'ai un meuble chez moi, c'est l'armoire normande de mes parents, je l'aime beaucoup, mais je ne sais plus quoi en faire parce qu'elle n'est plus du tout au goût du jour. Et en fait, on a la capacité chez Nouvelle Fabrique d'avoir des ateliers pour dire à la personne, on peut vous l'aérogommer pour la retransformer, on peut la découper pour en faire par exemple une console. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaye d'apporter, c'est de se dire... non seulement on va trouver des objets, mais on va aussi trouver tout un accompagnement. Quand on est attaché à un objet et que finalement on n'a pas envie de s'en séparer, comment est-ce que je peux le réinventer dans mon quotidien? On parlait de 17 500 tonnes d'objets collectés et triés. Vous réussissez à mesurer l'impact écologique d'une activité comme celle-là? Oui. Alors, c'est autant les 2000 tonnes réemployées, c'est autant de déchets qui aujourd'hui ne sont pas recyclés ou incinérés. Ce qu'on souhaite faire cette année, c'est justement de pouvoir calculer des équivalents de tonnes carbone, de CO2, exactement, d'émissions carbone évitées. Donc ça, c'est un projet. Et pour ça, on est en train de réaliser justement une enquête dans nos boutiques pour savoir les objets que les personnes nous apportent. Est-ce que c'était déjà de l'achat de seconde main ou c'était du neuf? Combien de temps ils l'ont conservé?
Et grâce à nous, justement, qu'est-ce qu'ils en auraient fait s'ils ne l'avaient pas déposé chez nous? Et grâce à ça, on pourra faire une vraie étude d'impact environnemental des boutiques. Est-ce que vous avez, je vois qu'il y a notamment dans les tonnes revalorisées, mobilier, électroménager, il y a aussi du textile. Est-ce que vous êtes impacté par le succès des plateformes type Vinted de revente de textiles? Est-ce que vous avez vu en quantité, en qualité, la situation évoluer? Alors, on n'est pas impacté du tout par Vinted ou par Le Bon Coin. Ouais, Par contre, on est impacté par la fast fashion. d'accord. Donc, on continue à avoir de très beaux dons. Et ça, je pense que c'est fondamental. L'ancrage territorial des boutiques fait que les personnes, il y a une générosité qui reste extrêmement prégnante. Et c'est vrai aussi sur les meubles qu'on reçoit, c'est vrai aussi sur la vaisselle. On a des très très beaux objets parce que les gens sont attachés à la boutique, au rôle qu'elle joue. Ils savent que les objets, ils seront bien traités et que ça servira aussi à des personnes du territoire. Donc du coup, on arrive à avoir des très très beaux sourcings et donc y compris pour les vêtements, on a des très belles pièces vintage, on nous donne des vestes en cuir, etc. Mais il y a la fast fashion. Mais il y a la fast fashion, exactement. Et donc pour le coup, on continue à avoir des beaux apports, mais qui peuvent commencer à être noyés dans des vêtements où, pour le coup, on sait que quand ils nous arrivent, ils ne peuvent déjà plus être remis en état. On termine avec les perspectives. Vous nous l'avez dit, pour l'instant, il y a un certain nombre de boutiques qui vont rentrer dans cette marque, qui rentrent dans cette nouvelle fabrique. Vous voulez en ouvrir d'autres? Ça fait partie des objectifs? Tout à fait. Donc là, on lance un grand appel justement à d'autres associations en France, parce qu'il y en a énormément. Il y en a plus de 580 en France qui souhaiteraient pouvoir rejoindre le mouvement et rejoindre la dynamique collective en se disant, voilà, plutôt que de rester tout seul dans mon territoire, je viens mutualiser des moyens, se donner de la capacité de croissance. Et après, au sein des territoires où on est déjà, donc au-delà d'accueillir de nouveaux membres, au sein des territoires où on est déjà, on travaille beaucoup avec les collectivités. Et effectivement, on a des demandes pour ouvrir de nouvelles boutiques parce qu'ils voient l'intérêt et les services que ça rend à la communauté. Merci beaucoup, Anne-Laure Asbot, et bon vent à ces nouvelles fabriques. On passe à notre débat. Connaissez-vous le franco-lavage? C'est le débat de ce Smart Impact avec Stéphane de Vulder. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président, le cofondateur de Better Things, et Samuel Collin, bonjour. Bonjour Thomas. Secrétaire général de la FIMIF, c'est la Fédération indépendante du Made in France. Allez, on commence par quelques mots de présentation. Better Things en quelques mots. Donc Better Things, c'est une application mobile disponible en France sur tous les bons portables et qui en fait a pour objectif d'améliorer la transparence sur l'origine des produits non alimentaires. Parce que pour l'instant, il y a vraiment, c'est un sujet sur lequel on est un peu à l'âge de pierre. Donc il y avait besoin de trouver une solution digitale sur le sujet. Et ça permet aussi d'interagir avec les marques directement et leur demander, pourquoi pas, de localiser plus leur production dans des pays où le contexte écologique et social est plus favorable. Alors la FIMIF, cette fédération indépendante, le mot indépendant évidemment est important du Made in France. Très important. En fait, on est effectivement une association à but non lucratif. Indépendante, et on fédère en fait à la fois les consommateurs, les marques, les ateliers de confection, de construction, l'industrie, à travers de la sensibilisation, de la communication, à travers aussi d'études sectorielles. On porte notre voix aussi au niveau des décideurs pour essayer de faire bouger la législation. Sur l'utilisation du drapeau français, de certains termes marketing, pour essayer de justement éviter au maximum le franco-lavage. Alors on va expliquer ce que c'est, le French washing, le franco-lavage. Et vous êtes ici parce que vous venez de lancer, je crois que c'était au mois de septembre, une application qui permet aux consommateurs justement de dire « Oula, attention, ce produit, j'ai un doute ». Franco-lavage en quelques mots. Alors le franco-lavage, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas pénalement... peut pas, c'est tout à fait une pratique aujourd'hui qui est tolérée. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque juridique quand on... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le seul risque juridique, c'est de mettre Made in France sur un produit qui n'est pas Made in France. Et là, ça, on rentre dans le cadre de la loi. Et c'est tout à fait... on peut punir via des amendes fortes, d'ailleurs. Le franco-lavage, c'est plutôt une technique marketing qui vise à tromper le client.
en lui faisant croire que le produit est fabriqué en France. Donc on avait fait une grande étude il y a quelques années sur le sujet qui montre que jusqu'à un client sur 4 pense acheter un produit fabriqué en France parce qu'il a vu un drapeau français, parce qu'il a vu conçu en France. Et ça a un impact fort, c'est un manque à gagner pour l'économie qui a été estimé à 4,5 milliards d'euros et 50 000 emplois non pourvus. On y reviendra évidemment sur l'impact économique. Donc on est bien d'accord, hein, c'est pas quelqu'un qui met Made in France alors que c'est quelqu'un qui joue sur l'ambiguïté en quelque sorte. Et donc vous avez décidé de travailler ensemble en lançant cette appli. Comment elle fonctionne ? C'est quoi le principe ? C'est sur Better Things où on a la possibilité de rajouter. Voilà, c'est une appli spécifique. Alors non, c'est sur Better Things. En fait, l'application, en scannant un code barre, elle vous permet d'identifier un produit et puis aussi d'identifier l'origine du produit, donc le petit made in qui est souvent caché derrière l'étiquette. L'idée, c'est de construire cette transparence dans une base de données, de la partager. Donc une fois que cette identification elle est faite pour tous les utilisateurs. Et puis aussi, bien sûr, de pouvoir interpeller les marques s'il y a des choses qui nous posent problème. Et en fait, dans les premières remontées, on avait souvent des remontées d'utilisateurs qui nous disaient « Ah tiens, c'est bizarre, cette pratique me semble un peu frauduleuse, c'est design français, marque française, mais quand je regarde, c'est made in Bangladesh. » Et c'est vrai que c'était un petit dispositif d'alerte sur cette pratique-là particulièrement qui n'était pas intégrée à la base, et on l'a développé spécifiquement, l'alerte franco-lavage, qui est possible dans l'application. Et en fait, ça nous semblait tout naturel de fonctionner en partenariat avec la FIMIF, qui a été vraiment précurseur sur le sujet, qui a déjà des leviers d'action, parce qu'ils ont déjà finalement un cycle de demande des marques qui ont ce type de pratique-là. Et donc maintenant, techniquement... Comment ça marche ? Imaginons, j'utilise Better Things, j'ai un doute, c'est juste je clique sur un... Ouais, en fait, dans l'application, il y a une petite icône qui a un mégaphone, vous appuyez dessus, il y a une petite alerte qui s'appelle pratique marketing frauduleux, et en fait, cette alerte, elle remonte. Nous, derrière, on valide le fait que ça soit effectivement un cas de franco-lavage, on le communique à la FIMIF, et après, la FIMIF, régulièrement, en fait, contacte les marques pour venir les alerter sur le fait que c'est une pratique qui est malgré tout trompeuse pour le consommateur. Ouais. Alors comment... Bon, là, on a un petit peu de recul. Vous l'avez lancé en septembre, c'est ça ? Oui. Ça y est, il y a eu des remontées, des marques que vous avez dû contacter. Je veux bien le retour d'expérience. Tout à fait. Alors nous, historiquement, c'est vrai les consommateurs pouvaient nous remonter ces cas-là via notre site internet et via un formulaire, mais c'est vrai qu'il nous manquait vraiment un outil... sympa au creux de la main, parce que c'est vrai qu'on est dans un magasin, on a son smartphone, on prend en photo le produit, etc., puis on le remonte. Donc oui, on a des remontées aujourd'hui. Du coup, ça fonctionne bien. Et nous, après, tout notre boulot, c'est de contacter les marques en question et de leur montrer leurs pratiques et de les faire bouger. Donc là après, c'est là que ça se complique, parce que s'il n'y a pas le levier pénal ou juridique... Non, mais on arrive à faire bouger des choses. Il y a des marques qui changent, qui comprennent la démarche et qui modifient. Il y en a qui donnent pas suite, mais on a quand même des résultats qui sont intéressants, avec des marques qui ont bougé, qui ont fait changer des choses, qui ont enlevé certaines notions quand c'est pas fabriqué en France. Il y en a qui fabriquent en France une partie et d'autres pas, et quand c'est pas fabriqué en France, ils ont tendance à garder un petit peu le même logo. Parce qu'il y a une partie de leur production qui est faite en France, donc ils se disent je peux mettre le logo partout, quoi. C'est ça, donc ils vont juste enlever le fabriqué en France, mais ils vont par exemple garder le drapeau français, ils vont mettre numéro 1 en France, 2, machin, et puis en fait le consommateur le prend en disant de toute façon c'est fabriqué en France, alors que pas du tout. Ouais. Donc il y a des marques à qui on arrive à faire changer des choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a bien marché à Noël, par exemple ? Oui, alors c'était une bonne et une mauvaise nouvelle finalement. C'est qu'on a vu des remontées de nombreux cas, notamment dans le secteur des jouets. Il y avait vraiment beaucoup de jouets pour enfants, pour bébés, où en fait on retrouvait toujours cette notion de design français, conçu en France,
et avec, alors il y a eu une explosion de tours Eiffel. Hein. Alors, il y avait des tours Eiffel partout. Hein. Donc c'était vraiment le symbole pour déclencher l'achat des parents. Donc c'est malheureux parce que derrière la majorité des produits, c'était quand même des produits à bas coût. Donc c'est du business et de la fabrication qui se déplacent de nos territoires vers des environnements à bas coût. Donc on a remonté ces cas à la FIMIF et puis on espère bien sûr essayer de faire bouger les lignes. Alors vous publiez, je ne sais pas si on va bien les voir, mais je vais les montrer quand même, des cartes postales qui nous donnent des chiffres qui sont assez intéressants. Si on regarde, alors tiens, on parle de jouets. Dans vos magasins de jouets, seulement 5% de jouets fabriqués en France. Effectivement, allez dans votre magasin de jouets, regardez combien de drapeaux ou de tours Eiffel. Instruments de musique, on est à 2%. Revendeurs de chaussures, on est seulement à 3%. Et puis alors, les magasins de jouets, là, vous avez fait la liste de la grande distrib. Là, on va pas les citer, on les voit. Mais enfin, en tout cas, ça va du mieux, c'est 6,6%. Au pire, 1,4%. Ouais. Le jouet, c'est un peu le pire exemple, en quelque sorte. Oui, ou alors il y a plein de secteurs. Non. Je pense qu'il y a plein de secteurs. En fait, cette étude, elle a été intéressante, elle a été appréciée par les professionnels du secteur. L'idée, c'est d'en faire de plus en plus dans ce style-là, où on va être un peu plus poil à gratter auprès de la grande distribution pour dire, jouer le jeu. Aujourd'hui, c'est des milliers d'emplois qui pourraient être créés, et c'est forcément bon pour l'économie. Et la grande distribution a un rôle clé pour l'économie là-dessus. Ouais. Et donc, on va continuer à justement faire ce genre d'études en confrontant les différentes enseignes sur leur choix d'achat, finalement. Et là, on voit sur les jouets, on peut aller de 2% à presque 8%. Donc, on aimerait bien encore plus, mais déjà, ça permet de voir que il y a quand même de forts écarts entre les enseignes. Il y a un mot important que vous avez peut-être prononcé, mais sur lequel je voudrais qu'on se concentre, c'est le mot confiance. C'est aussi pour ça que votre appli existe, mais il y a besoin de restaurer ou d'alimenter finalement le lien de confiance entre les Français, les consommateurs et les produits. Il y a une demande qui est exprimée de plus en plus. Il y a plus de 80% des Français qui sont demandeurs de plus de transparence sur l'origine. Donc ça, il y a une envie, une aspiration. Et puis après, en tant que consommateur, je pense qu'il n'y a rien de plus déceptif de penser qu'on a acheté un produit qui a été fabriqué localement chez l'artisan du coin, et puis de se rendre compte chez soi que finalement, c'est pas du tout le cas. Et ça brise bien sûr la confiance, et ça pénalise les fabricants qui, eux, fabriquent localement, parce que après, les consommateurs vont hésiter à investir le prix du Made in France pour quelque chose qui n'est pas fabriqué en France. Donc l'idée vraiment, c'est d'essayer de casser cette dynamique en améliorant la transparence, en donnant de la visibilité aussi, parce que si on donne de la visibilité sur les réseaux sociaux notamment, ça peut être un facteur de mouvement. C'était le dernier thème que je voulais qu'on aborde, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de législation, donc je vais revenir vers vous là-dessus, mais il y a quand même un impact sur la marque, quoi. C'est-à-dire que plus on communique sur le fait qu'une marque fait du franco-lavage, plus elle va en souffrir. C'est une évidence. Hein, mais... Oui, très clairement. Ça fait jamais plaisir au directeur marketing de se faire épingler comme ça. Bon, mais c'est notre responsabilité aussi de créer une forme de pression sur le sujet. Autrement, il n'y a jamais rien qui va changer. Donc l'idée, c'est effectivement de repositionner un petit peu les consommateurs comme acteurs du changement. Ouais. Est-ce que la loi pourrait changer ? Est-ce que j'imagine que vous bataillez là-dessus, peut-être avec les parlementaires ou le gouvernement Serge Papin, qui vient de la grande distribution, qui est ministre aujourd'hui, quoi. C'est pour que justement ce drapeau français, on ne le mette pas partout et n'importe comment. Oui, tout à fait. Alors nous, à la FIMIF, on pousse pour ça. On a été auditionné l'année dernière par le Sénat. J'espère sur 2026 de nouvelles auditions pour faire bouger les choses. C'est des choses qui ne sont pas évidentes parce qu'il y a un cadre législatif français, européen. Mais on prend souvent, nous, l'exemple de la Suisse, alors qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui a, elle, réussi à imposer ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en Suisse, par exemple, utiliser le drapeau suisse, mais aussi les symboles. C'est-à-dire que Toblerone en a fait les frais, c'est-à-dire qu'ils ont délocalisé une partie de leur production hors Suisse. Ils ont été obligés d'enlever le drapeau suisse, d'enlever la montagne qui symbolisait la Suisse, etc. Donc nous, on pousse pour que ça soit plus restrictif.
Maintenant, après, oui, c'est aux politiques de changer la loi, et donc on pousse, et on n'est pas les seuls là-dessus, pour que ça puisse se faire. Tiens, un dernier mot, et un petit côté délation quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les dérives qui peuvent être liées à, je sais pas, un concurrent qui veut nuire à une marque et qui fait un faux signal. Enfin, j'imagine ça. Peut-être que je suis à côté de la réalité, mais... Alors, il y a quand même des filtres qui permettent, que ce soit chez nous ou à la FIMIF, avant qu'on prennent l'initiative de communiquer sur le sujet, il y a une confirmation qui est faite. Donc on peut avoir des remontées d'informations qui pourraient être orchestrées par des concurrents, mais de toute façon, elles seraient filtrées chez nous. D'accord. Oui, dernier mot, très vite, 30 secondes. Mais effectivement, ça arrive, mais on filtre, et après, il y a des fois, même si c'est un professionnel qui le fait, nous, ça nous est arrivé d'avoir un professionnel qui joue le jeu, qui produit quelque chose intégralement en France, et qui nous dit, attendez... un tel met fabriqué en France, je sais ce qu'il fait, il reçoit les trucs, il assemble, il met dans un carton et il met fabriqué en France. Donc bon, après c'est à nous de contrôler, et donc on fait évidemment attention à ce genre de choses. Merci beaucoup à tous les deux, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Laïla Mamou. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Laïla Mamou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes vice-présidente d'Entreprise et Progrès et directrice de l'engagement citoyen de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Je vais commencer, je démarre souvent cette rubrique par le sens du mot impact. Et puis comment vous l'utilisez, comment vous transformez l'impact en réalité dans vos activités aujourd'hui et même depuis quelques années? Pour moi, l'impact, c'est une preuve d'abord. C'est une preuve, c'est un alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Lorsqu'on va mener une action, c'est pas tant l'action qui est importante. C'est vraiment, c'est quoi le résultat? Qu'est-ce que ça a fait bouger? Faire bouger les lignes, c'est de l'impact. Mais comment on le mesure? Quand on va travailler sur le genre, on sait comment on va mesurer. Quand on va travailler sur la réduction de l'empreinte carbone, c'est pas juste la réduction qui est importante, mais c'est quoi l'impact de tout ça? Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, je l'associe beaucoup à la preuve, à l'exemplarité, à la responsabilité. C'est une notion de responsabilité. C'est une notion de responsabilité collective, très d'une forte. certaine façon. Absolument. Oui. C'est une responsabilité collective qui est portée par, si on est dans une entreprise, c'est par tous les collaborateurs. Si on est dans un think tank, c'est tous les participants. Mais c'est vraiment une responsabilité collective pour amener des preuves. Alors, on va s'appuyer sur vos deux activités d'aujourd'hui, vice-présidente d'Entreprise et Progrès, directrice d'engagement citoyen, Crédit Agricole Personal Finance. D'abord, on présente en quelques mots, puis après on détaillera. Entreprise et Progrès, c'est quoi? Alors, Entreprise et Progrès a été créé par Antoine Riboud et François Dalle il y a déjà 50 ans. Et en fait, c'était précurseur parce qu'ils voulaient allier l'économie, le social et l'environnemental. C'est-à-dire que l'entreprise, elle sort de son rôle de uniquement business plan, résultat, distribution de dividendes, c'est bien, mais pas que. Donc, d'endosser ce rôle de responsable de sa transition. Et aujourd'hui, vous le voyez, il y a une cinquantaine d'entreprises qui sont membres de l'association. Absolument, il y a une cinquantaine. Alors, on a BIC, on a la Française des Jeux, on a Bell, et on a aussi beaucoup de jeunes, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas rester juste entre nous. Il y a aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs. Il y a quelques DRH, il y a aussi quelques consultants. Et en fait, l'ADN, c'est vraiment de mettre l'humain au centre de l'organisation. Et ce qui va nous différencier d'Entreprise et Progrès, c'est qu'en fait, on va travailler, on va ramener nos problématiques du terrain, on va les poser, on va co-construire des solutions, on va co-construire des guides, et en fait, on est dans de l'action. Alors, on y reviendra et on va détailler ce qu'est une entreprise engagée d'une certaine façon. Votre action au sein de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, c'est quoi? Alors déjà, c'est quoi? C'est quel service, quel financement? Parce qu'on va parler beaucoup du levier de la finance dans cette entreprise. Alors d'abord, je suis un background financier, puisque moi, pendant plus de 30 ans, j'ai dirigé des entreprises de crédit à consommation, dont Sofinco il y a 2 ans. Donc je viens du monde business. Et en fait, pour être une entreprise responsable, une entreprise engagée, il faut travailler avec les collaborateurs, il faut faire bouger l'organisation et la gouvernance. Et donc, c'est pour ça qu'avec ma hiérarchie, nous avons créé la direction de l'engagement citoyen pour que
le discours que nous portons ne soit pas à côté de la vie de l'entreprise, mais qu'il soit complètement intégré. Il est intégré dans l'entreprise, il est intégré dans le plan stratégique. Et en fait, on a deux jambes dans cette entité. C'est que, qu'est-ce qu'on va faire? On veut être une entreprise à engagement, il faut le prouver. On le prouve comment? En étant labellisé, en faisant du Bicorp, du Lucis, en fonction des pays. En mesurant l'indice d'engagement sociétal. C'est important de savoir comment nous sommes vus par nos clients. Et en montant un comité de parties prenantes. Et là, il n'y a pas de hiérarchie entre les parties prenantes, elles sont toutes égales. Et comment est-ce qu'on répond à leur questionnement et nous challenge sur notre stratégie. Et la deuxième jambe, c'est l'élément de preuve, c'est créer une fondation. Donc on a créé une fondation, on travaille sur et avec les jeunes dans l'objectif de plus d'intégration, de plus d'inclusion, mais ça, je pense qu'on va évidemment en reparler. Entreprises et Progrès, créé en 69 par François Dalle et Antoine Riboud, on l'a dit, 50 entreprises membres. Est-ce que c'est un moment charnière pour les... Est-ce que vous diriez ça, pour les entreprises qui s'engagent? Parce qu'on est à la fois face à des crises qui se surajoutent, des polycrises, comme on dit, des transitions qui elles aussi s'accumulent. On peut parler de la transition environnementale, on peut parler de l'IA, on peut parler... Enfin bon, bref, c'est avec malgré tout des entreprises qui disent il faut qu'on reste engagé. Sauf que c'est plus compliqué quand on est dans un contexte. Vous avez raison, il y a toutes ces couches dans un environnement très tendu économique, dans un environnement géopolitique qui est aussi très compliqué. Et en fait, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire dans Entreprises et Progrès, c'est de faire de toute cette complexité un vrai levier de progrès. Parce que c'est vrai que nous avons des injonctions paradoxales tous les jours. Tous les jours. Et c'est là où il y a les décisions qu'il faut prendre en temps court, tactique, parce qu'il faut continuer à faire tourner la machine, parce que c'est d'abord ça l'essentiel, et aussi prendre des décisions en temps long. Et c'est ça, aujourd'hui, la complexité, c'est en même temps d'être capable de prendre des décisions en temps court et de réfléchir à long terme pour justement être une entreprise plus durable. Oui, alors justement, est-ce que les entreprises engagées sont plus résistantes que les autres? Vous voyez ce que je veux dire quand on parle de polycrise? Est-ce qu'elles ont plus de capacité à résister à un choc, à s'adapter à un bouleversement climatique ou géopolitique? Je dirais de ma propre expérience, oui. Pourquoi? Parce que quand on est engagé, on a des fondamentaux qui sont très solides. On sait où on va et on sait pourquoi on veut y aller. Et donc, quand on sait où on va et qu'on est perturbé, on revient. Ça permet de canaliser. On revient à notre sens. Pourquoi? Mais elles ne sont pas moins rentables que les autres? Parce qu'elles dépensent de l'argent et de l'énergie. Non, aujourd'hui, je prends notre exemple, au niveau de CAPFM, nous sommes très engagés dans la mobilité verte, nous sommes très engagés dans la transition énergétique, pour tous, qu'elle soit simple, qu'elle soit accessible. On n'a pas perdu d'argent. Au contraire, c'est des nouveaux marchés, c'est des nouveaux clients, c'est des nouveaux marchés, c'est des nouveaux produits. Donc, au contraire. En tout cas... D'ailleurs, on ne l'a pas dit, vous avez dit que l'engagement citoyen, mais c'est quoi CAPFF, Crédit Agricole Personnel Alors, je vais vous dire, facilité, c'est la branche Crédit à la consommation du Crédit Agricole. Okay. Nous sommes à peu près 10 000. On est présent dans 21 pays. D'accord. Donc c'est un peu le métier que vous faisiez déjà. C'est le métier qui est maintenant. On est voilà. Okay. C'est bon, c'est compris pour moi. Voilà. Dans cet objectif d'engagement, le rôle des dirigeants. Ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, parce que ça fait des années que vous dirigez des entreprises, des structures. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit suivre ses collaborateurs, il doit les guider, il doit leur apprendre. C'est un éducateur? C'est quoi un dirigeant pour vous? J'aime beaucoup votre question. Parce que, en fait, pour moi, d'abord, il doit être exemplaire. Il doit être exemplaire et dans notre comité exécutif, en juin dernier, chaque membre du comité s'est engagé. Il dit déjà, moi, en tant que personne, je prends 2 engagements. Un engagement personnel, je vais faire une action, et un engagement collectif que je vais mener avec nos équipes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander aux collaborateurs d'être engagés si on ne l'est pas en tant que patron. Et vous avez parlé de dirigeants éducateurs.
ma conviction aujourd'hui, c'est que face à tout ce qu'on a dit, cette complexité dans laquelle nous évoluons, eh bien, un dirigeant ne peut plus juste décider. Il doit vraiment s'assurer que, toujours avec cette notion de l'humain au cœur de l'organisation, s'assurer que le vivre ensemble est bien basé sur la confiance, sur la cohésion, sur le respect, de grandir ensemble. C'est-à-dire que l'entreprise, il faut qu'elle soit, en tout cas l'organisation, apprenante. Tout le monde doit évoluer et à la fin, forcément, réussir ensemble. Ouais, d'ailleurs, je vais vous citer, vous dites tout est interconnecté. Les salariés qui participent à un programme de mécénat de compétences ou qui consacrent bénévolement 1 ou 2 jours à notre fonds de dotation, ils en ressortent transformés. C'est une façon pour eux de vivre la citoyenneté en acte et puis de la transférer au monde de l'entreprise où l'engagement se métamorphose ensuite en levier de compréhension et de formation. Ça rejoint ce que vous venez de nous dire. Et ça me donne l'idée d'une question autour du mécénat de compétences. Quelle place ça prend dans une entreprise comme la vôtre, ou plus généralement dans les entreprises qui sont membres d'entreprise et progrès, et à quel point c'est devenu un levier un peu stratégique pour recruter, garder des collaborateurs? Alors, le mécénat de compétences, moi j'en fais depuis au moins 20 ans, et au Crédit Agricole, on a la chance de pouvoir donner 5 jours de son temps par an. En heures, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. En heures, c'est énorme. Et toutes les personnes qui vont aller contribuer à... ça peut être mentorer une start-up qui va être dans de l'IA. Ça peut être aider des jeunes de 14 ans à mieux choisir leur voie. Voilà, il y a faire des maraudes le soir, travailler avec une ONG qui travaille justement dans la réduction de l'empreinte carbone. Il y a plusieurs façons de contribuer. Eh bien, à chaque fois, les gens me disent, mais finalement, je suis partie en pensant que j'allais apprendre quelque chose à ces gens-là. Mais en fait, c'est eux qui m'ont appris. Et moi, avec le temps, comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je travaille, que j'utilise le mécénat de compétences comme levier managérial. J'ai vu des personnes revenir des missions transformées, plus lucides, qui écoutent plus. Et en fait, il y a un effet qui ça change vraiment la culture de l'entreprise. Mais est-ce que vous l'avez vécu vous-même? Parce que moi, je fais du mentorat aussi. Bien sûr, mais moi, je fais ça depuis 20 ans. Moi, depuis 20 ans, je donne toutes les semaines 2 heures de mon temps dans une cause. C'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que d'abord, ça me nourrit. Et parce que je me dis, quand on a la chance d'arriver à des postes de haute responsabilité, alors c'est super, c'est sympa, on est important. Mais et ceux qui n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il faut donner des coups de pouce. Je ne suis pas là toute seule. On m'a donné aussi un petit coup de pouce par-ci, par-là. Et en fait, c'était de dire comment je peux redonner ce qu'on m'a donné. Et c'est comme ça qu'est venue pour moi la notion de mécénat de compétences. Et franchement, 1 heure dans la semaine, ça se trouve. Je dis toujours 1 heure, c'est le temps de déjeuner. On peut donner un déjeuner par semaine à une cause pour laquelle on est très sensible. Chacun a une sensibilité qui est différente. Mais c'est un vrai levier managérial parce que ça change la culture de l'entreprise. On a plus de solidarité dans les entreprises et on comprend mieux les sujets. On reste vraiment ancré. Alors, on va parler de crédit à la consommation. Vous l'avez dit, vous avez dirigé Sofinco en France, Wafa Salaf au Maroc. C'est quoi le fil rouge, en fait, puisqu'on parle d'engagement? Quand on bosse dans le crédit à la consommation, c'est quoi son rôle économique et sociétal? C'est d'être utile. D'accord. Quand vous avez un enfant qui va aller faire des études à l'étranger, vous avez besoin d'un crédit. Vous allez acheter votre première voiture pour aller travailler, vous avez besoin d'un crédit. Un parent qui est malade, vous avez besoin. Et donc, on se sent vraiment utile. On le fait avec beaucoup d'éthique. On n'est pas dans le... D'ailleurs, la réglementation nous a bien... a vraiment joué son rôle pour éviter ce qui peut arriver. L'argent, c'est marécageux, on le sait. Et donc, quand on fait et c'est pour ça qu'on est aussi entreprise engagement, quand on fait ce métier-là avec engagement, avec éthique, avec transparence, et en tenant compte des fragilités des personnes, en gérant les accidents de la vie, parce qu'il y en a. Au début, vous avez besoin d'un financement, les accidents de la vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des structures dédiées pour accompagner. Et donc, c'est ça le fil rouge, c'est que on est utile
et on est le dernier 100 mètres qui reste pour réaliser une action. Et une action utile pour un ménage ou pour un... Et effectivement, grâce à la loi notamment, et puis grâce à des notions d'engagement, vous détectez un peu mieux des clients qui sont en risque de surendettement? Absolument. D'abord, on a toutes les lectures de fichiers, ça apparaît, techniquement ça apparaît, et il faut surtout ne pas oublier qu'au moment de la vente, on le dit au client, quand vous sentez qu'il y a un problème, il faut nous appeler au moment où le problème est là. N'attendez pas que ça s'accumule, ça devient très compliqué. Hein, oui, il y a la tentation de reprendre un crédit. Voilà, de reprendre et de reconsolider et de reprendre et de reconsolider. Il y a un moment, il faut arrêter tout ça. Il faut trouver une solution beaucoup plus pérenne. Alors, bien sûr, il faut absolument éviter le surendettement, mais comme je vous dis, il y a des accidents de la vie, donc les gens vont tomber là-dedans. Mais il y a une structure, en tout cas chez nous, qui est dédiée à écouter et à anticiper. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut détecter des débuts de problèmes pour que nous réagissions le plus vite possible. Le secret, c'est de réagir très vite. Alors, le financement, le crédit, le financement général, c'est vraiment un levier de transformation aussi qui peut être majeur dans nos sociétés. Et c'est justement le sens de la question de Nicolas Perdry, le directeur associé d'EPSA Sustainability, qui était à votre place la semaine dernière. On l'écoute tout de suite. Bonjour Leïla, ma question pour vous est de vous demander comment vous aidez vos clients à vous orienter vers des choix de consommation plus responsables, plus solidaires et moins carbonés. Est-ce que les crédits à la consommation peuvent permettre de faire ça? Oui. Oui. Alors, je vais répondre sur trois familles de produits. Donc, il y a la mobilité, ça représente plus de 60% de notre business. Il y a l'équipement de la maison avec la transition énergétique. Et il y a aussi le recyclable. Sur la mobilité, dans notre plan stratégique, à horizon 2028, on se positionne clairement comme le financeur de la voiture électrique, avec comme ambition d'être 10 points au-dessus de la moyenne des ventes du marché européen, ce qui est énorme. Et de baisser l'empreinte carbone des flottes de véhicules que nous avons, puisque on est aussi loueur de longue durée et courte durée, de plus de 50% à horizon 2030. Mais comment on le fait? Eh bien, on a par exemple un produit qui s'appelle Agile Autopartage, qu'on a mis dans le monde rural pour permettre justement aux personnes de pouvoir circuler, de pouvoir dépasser leur ville pour aller rentrer dans des villes qui aujourd'hui sont de plus en plus régulées. Aussi, on a fait la même chose pour des professionnels, pour la transition énergétique. Là aussi, on se positionne vraiment comme celui qui facilite l'accès. Donc ça doit être simple, avec des offres. Par exemple, on est partenaire de l'Agence nationale de l'habitat, ce qui fait que nous avançons l'avance à l'artisan. Donc, les devis sont déduits de cette avance. Donc, ça permet de soulager il y a souvent des subventions qui sont, par exemple, sur la rénovation énergétique. Est-ce que vous jouez aussi le rôle de conseil auprès des clients? Oui, est-ce que ce n'est pas forcément votre rôle? C'est tout à fait notre rôle. Et d'ailleurs, avant de commencer toute cette stratégie, on a d'abord commencé par les collaborateurs, par les formations. On les a formés, on leur a expliqué c'est quoi les enjeux. Sinon, ils ne sont pas crédibles eux-mêmes. Et donc, bien sûr, nous avons carrément une plateforme, enfin une app où les clients peuvent rentrer, mesurer leur empreinte carbone, par exemple, essayer d'avoir les astuces pour comprendre ce que c'est que cette transition énergétique. Donc, on finance énormément de panneaux solaires, de pompes à chaleur. Et par exemple, avec Castorama, et pour faire le lien avec MaPrimeRénov', tous les produits qui sont justement dans la rubrique, enfin dans la liste des produits qui sont agrégés par MaPrimeRénov', eh ben, ils sont financés à 0%. Donc, il y a des offres financières qui vont inciter à consommer des produits verts. La même chose pour le recyclable. Avec Darty, nous allons, par exemple, financer des crédits à 0% pour tous les produits qui ont un impact, qui sont recyclés et qui ont un impact, justement, mesuré. Et là, c'est Darty qui prend en charge. Donc, en fait, la façon de donner, de permettre aux clients de consommer vert, green, on va dire,
notre jargon, eh bien, ce sont des offres dédiées. Ce n'est pas les mêmes tarifs. C'est des offres subventionnées, soit par le partenaire, soit par le fournisseur. On l'a dit, ça fait plusieurs années que vous travaillez dans ce secteur des crédits à la consommation. Ces enjeux-là, ils sont apparus il y a combien de temps ? Et à quel point ils deviennent stratégiques, d'une certaine façon ? Parce qu'il y a 15 ans, on n'aurait pas eu la même discussion, clairement. Non. Il y a 15 ans, on aurait eu la discussion de l'entreprise et les responsables au niveau sociétal. L'entreprise, avant, on est passé de la philanthropie à quelque chose de beaucoup plus organisé. C'est-à-dire, oui, je vais donner des fonds, mais ça va apporter quoi ? Quel est l'impact ? Ça se faisait déjà. Ce qu'il n'y avait pas, c'est toute cette dimension transition énergétique. D'abord, il y a la réglementation qui vous laisse plus le choix. Et il y a aussi... il y a les jeunes qui nous attendent au tournant et qui exigent qu'on soit réellement... Vous voyez la différence en fonction de l'âge de vos clients ? Oui. On la voit chez les clients, on la voit chez nos collaborateurs, on la voit chez nos fournisseurs. En fait, on la voit partout. Et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont vraiment une tolérance zéro pour tout ce qui est... tous les discours qui ne sont pas suivis d'actions, qui ne sont pas alignés, qui sont pas alignés, tolérance zéro. Donc on est vraiment très très attendu en tant qu'entreprise. Et pour répondre à votre question, moi je pense que c'est des sujets qui sont là depuis quand même 4-5 ans. Oui, ça veut dire que quand vous définissez un engagement ou une trajectoire, vous êtes sûr de pouvoir y arriver ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je vais le dire différemment. On se fixe une ambition et on se donne les moyens de cette ambition. On se donne les moyens pour y arriver. Parce que si vous n'y arrivez pas, effectivement, les clients, les collaborateurs, tout le monde va... Et il faut savoir que tous ces objectifs sont dans les grilles d'intéressement des dirigeants et de toute l'entreprise. Tous les collaborateurs, dans leur grille d'intéressement, ils ont justement... voilà, pour montrer que c'est un enjeu collectif. Alors, vous parliez de la jeunesse. Il y a ce fonds de dotation pour la jeunesse qui s'appelle For Youth. De quoi il s'agit ? Alors, si on doit le présenter en quelques mots. En quelques mots, c'est un fonds de dotation qui va aller financer des programmes pour favoriser l'inclusion et l'égalité des chances. Et donc, avec deux principales actions. Une où on va accompagner des associations, et une autre, c'est ce qu'on a lancé la semaine dernière, c'est au lieu de parler à la place des jeunes, au lieu d'écouter des études, il y en a beaucoup qui sont même contradictoires, nous on a décidé, au lieu de commenter les jeunes, d'aller les écouter. Et donc c'est un programme qui s'appelle La Voix des jeunes, et d'ailleurs au niveau d'entreprise et progrès, nous menons aussi un programme qui s'appelle Les Jeunesses. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut savoir, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils attendent de la société, comment ils voient la société de demain et aussi comment ils veulent contribuer. Donc on veut les écouter. Mais c'est sous quelle forme ? C'est des messages sur les réseaux sociaux ? Non, on a fait des rencontres. On a rencontré une centaine de jeunes avec lesquels nous avons passé plus de 2 heures à questionner. Après cela, nous allons inviter des RH et des décideurs pour venir écouter ces retours et voir qu'est-ce qui intrigue, c'est quoi les biais qu'on a, qu'on veut aller questionner. Et à partir de cette phase-là, nous allons enclencher une phase quanti. Et là, nous allons questionner 1000 jeunes pour aller confirmer, infirmer ce qui est apparu. Mais l'objectif, c'est... Et avec quel objectif ? Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas une énième étude. Sert, non, c'est pas une énième étude. C'est une base de travail à partir de laquelle nous allons faire un plaidoyer. Pourquoi ? L'idée, c'est d'aller voir les décideurs, les RH, leur dire, voilà ce que les jeunes disent. Comment, si vous deviez demain changer une action dans votre stratégie de recrutement, ça serait laquelle ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a encore des biais de recrutement ? Parce que moi j'entends, c'est un thème qu'on traite régulièrement dans cette émission, et j'ai souvent des invités qui me disent on lutte contre ça, on a fait évoluer nos méthodes de recrutement, on sort de la facilité des grandes écoles, etc. etc. Je reviens à la question de l'impact. Est-ce que c'est mesuré ? Il faut le mesurer. Il faut le mesurer. Et l'objectif, c'est pas est-ce que je recrute. L'objectif, c'est est-ce que les jeunes sont prêts demain à être recrutés. Donc, est-ce qu'ils ont la bonne formation ? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix ? Est-ce qu'ils ont les bons codes ? Donc, c'est accompagner jusqu'à... Et on revient à l'entreprise éducative. Et une fois qu'on les a recrutés, c'est pas fini. Il y a les codes pour les faire évoluer. Donc, voilà. Et donc, c'est comment on les accompagne
Vous dites, quand nous soutenons un jeune, nous ne faisons pas de la solidarité, au sens étroit du terme, on investit dans un futur collègue, un futur entrepreneur, un futur citoyen engagé. Ah oui. Si j'étais un peu trivial, je dirais que c'est de l'argent bien dépensé. S'il faut le dire comme ça, je le dirais. Il ne faut pas avoir honte de ça. Quand on accompagne un jeune, moi je sais que quand j'accompagne des jeunes, à la fin, je leur dis, je suis venu, j'ai passé du temps pour vous. Tout ce que je vous demande, en contrepartie, lorsque demain vous serez à des postes, lorsque demain, voilà, toute la galère sera derrière vous, n'oubliez pas, vous rendez. Allez rencontrer d'autres jeunes et gardez cette chaîne solidaire. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir continuer à donner. Cette fondation, elle répare un peu l'ascenseur social qui est, c'est le but. Qui est en partie cassé. C'est le but. C'est le but. Et moi, personnellement, je crois à l'ascenseur social via l'éducation. Moi, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. C'est grâce à l'éducation, c'est grâce au système scolaire. On peut dire ce qu'on veut, mais on a encore des gens brillants qui sortent de n'importe quel type de lycée. Il n'y a pas que les meilleurs lycées où on a les meilleurs élèves. Il suffit d'accompagner, et je travaille avec beaucoup d'associations. Je ne peux pas les nommer parce que sinon je vais vexer ceux à qui je n'ai pas pensé. Mais il y a vraiment des jeunes qu'on va chercher presque en bas de la cité. Et aujourd'hui, ils sont fiers en disant, mais voilà, j'ai fait Sciences Po, je suis là. Voilà. Et donc il y a cette dynamique qu'il faut vraiment garder. À travers notre fonds, à travers d'autres, il y a beaucoup de gens qui font la même chose parce que les besoins sont énormes. C'est très difficile de mesurer l'impact de tout ça, mais continuer à tendre la main à ces jeunes, je pense que c'est notre rôle au niveau de l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait au niveau d'entreprise et progrès, puisque les 3 programmes que nous allons gérer, sur lesquels nous travaillerons cette année, c'est la démographie, qui est un impensé au niveau de l'entreprise parce qu'il y a une chute démographique aujourd'hui. Comment on fait pour accompagner les seniors? Comment on fait pour recruter des talents et les jeunesses? Comment on va faire pour les recruter? Je vous ai pas... voilà, c'est la fin de l'interview. Ils sont passés vite, les 26 minutes. Oui, c'est passé vite. C'est très, très bon signe. Oui. Merci beaucoup, Laïla Mamou. C'est moi qui vous remercie. Sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. La bonne idée du jour est signée Stéphane Lessal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Olympe Technologies, entreprise créée en 2015, basée à La Rochelle. C'était quoi l'idée de départ? Comment est née l'idée d'Olympe? L'idée d'Olympe, c'est un peu l'histoire de la vie. C'est-à-dire que c'est fait de rencontres, d'opportunités et puis surtout d'envie. J'ai toujours eu une envie d'entreprendre. J'ai créé ma première société à 24 ans. Pendant 20 ans, j'ai dirigé des sociétés de production électronique. Et sur la fin de mon parcours professionnel, j'avais envie vraiment d'avoir développé quelque chose qui avait vraiment un impact fort au niveau sociétal et environnemental. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Bruno Ferchaud, qui est mon associé historique, et qui est à la base de cette technologie-là, d'électrolyse de l'eau, dont on va parler. C'est quoi, un désinfectant qui n'est pas comme les autres, quoi. On peut dire ça? Oui, alors si vous voulez, on est une alternative à la chimie. C'est-à-dire que le monde de la désinfection est détenu quasiment à 100% pour le monde de la chimie. Et nous, on est vraiment une alternative. Donc, on a développé une technologie de rupture qui a une base d'électrolyse de l'eau. Donc on va se servir des propriétés naturelles de l'eau et dont les sels minéraux que l'on a présents dans l'eau pour générer temporairement une molécule chlorée qui va assurer la désinfection déjà de l'eau en elle-même, la sécuriser au niveau bactériologique. Et cette eau va avoir une rémanence, c'est-à-dire que cette eau, quand elle va rentrer en contact avec des surfaces ou avec des mains, elle va assurer la désinfection en remplacement de la chimie. Donc c'est vraiment proposer à nos clients une alternative RSE dans le monde sanitaire et de la désinfection. Alors avec des avantages environnementaux qu'on peut imaginer, c'est-à-dire si on compare votre solution avec des solutions de désinfection classiques. Oui, les avantages sont importants au niveau environnemental. Il faut savoir que la chimie, actuellement, comme je le disais, détient quasiment tout le marché de la désinfection. Par exemple, le marché professionnel au niveau mondial, c'est 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance de 5%, et qui existera toujours, parce que l'être humain aura toujours besoin de désinfection pour sa survie. Et ces produits qui sont chimiques ont forcément une influence négative sur l'environnement. Donc nous, on est une alternative à ça. C'est-à-dire que la molécule que l'on va
qu'on va produire, en plus d'être complètement inoffensive pour nous, l'être humain, elle est complètement inoffensive pour l'environnement. Et ça peut vraiment remplacer les produits classiques ? Ça peut vraiment remplacer les produits classiques. On est vraiment une alternative de rupture par rapport à ce qui se fait. Et donc, c'est vraiment un modèle économique que l'on souhaite vraiment changer. Ouais. Il y a l'enjeu environnemental et puis il y a l'enjeu de santé publique aussi. Exactement. Ce pas des produits qui sont très bons pour la santé. Hein. Moi, ça m'arrive souvent de rentrer dans une pièce et de me dire, d'avoir les yeux qui piquent, de ressentir vraiment les produits chimiques qui ont été utilisés. Oui, tout à fait. Les gens qui utilisent ces produits, il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'allergie, qui sont obligées de mettre des protections que vous n'avez plus du tout besoin de mettre avec notre solution. Donc, que ce soit des usines agroalimentaires ou des grandes surfaces alimentaires ou des collectivités que nous avons équipées, des personnes qui avaient cette problématique d'allergie n'ont plus du tout depuis qu'ils utilisent notre solution. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui ? Vous êtes plutôt dans le B2B ou alors c'est des solutions qui sont aussi accessibles pour les consommateurs ? Alors pour l'instant, on n'adresse que le marché professionnel. Alors tout le monde est concerné par la désinfection. Nous, les 4 secteurs sur lesquels on fait vraiment focus, c'est l'industrie agroalimentaire qui est un très gros consommateur de désinfection et d'eau. C'est la santé, c'est les grandes surfaces alimentaires et les collectivités locales. Donc on s'oriente surtout sur ces 4 domaines, mais on a des demandes quasiment tous les jours sur d'autres domaines. Là, par exemple, on a l'armée qui est venue nous voir, on a équipé 2 forts militaires, justement pour leur sécuriser la qualité bactériaux et sans chimie. Levée de fonds annoncée d'1 million d'euros l'an dernier, avec quelle stratégie ? Si vous voulez, nous, après avoir vraiment industrialisé, résolu tous les problèmes réglementaires, parce qu'on est vraiment, on a toutes les autorisations au niveau Europe et on est les seuls sur notre technologie. Maintenant, on a une forte croissance qui est en train de se faire. Donc, cette levée de fonds va nous permettre de gérer cette forte croissance sur notre marché intérieur, la France, mais aussi sur l'export, parce qu'on veut proposer notre solution à l'international. Parce que l'enjeu environnemental, il est planétaire. Évidemment. Et c'est ce qu'on souhaite à Olympe Technologies. Merci beaucoup, Stéphane Lessal, et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des affaires, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.